résister à la déportation à partir de Vittel. Entre 1941 et 1944, les Allemands ont réquisitionné le parc hôtelier de Vittel pour le transformer en camp d'internement. Entouré de barbelés de plus de 3 mètres de haut, au total, plus de 3000 personnes ont vécu dans des conditions relativement acceptables malgré la privation de liberté. Les premiers internés sont des civils britanniques et canadiens, puis américains. Ce sont des ressortissants de pays en guerre contre l'Allemagne et arrêtés en France après l'armistice. Ils sont destinés à être échangés contre des civils allemands détenus par les Alliés. Entre janvier et mai 1943, plusieurs centaines de juifs, majoritairement des juifs polonais survivants du ghetto de Varsovie, sont installés dans des hôtels un peu à l'écart. Ils arrivent à Vittel car la plupart de ces juifs possèdent des passeports sud-américains, qu'ils ont parfois obtenus à prix d'or. Suite au contrôle de ces documents, l'hôtel Providence est fermé en février 1944 et les juifs qui y logeaient sont isolés dans l'hôtel Bossit. Le 18 avril 1944, un premier convoi, le convoi 72, quitte Vittel direction Auschwitz via Drancy avec au moins 169 juifs. Ils sont gazés à leur arrivée. Le 16 mai 1944, un second convoi, le convoi 75, quitte Vittel. À bord, une cinquantaine de personnes. Ce sont de nouveaux détenus polonais. Parmi eux, il y a des malades sur des civières, des personnes qui ont tenté de se suicider, et des enfants qui partent direction Drancy puis Auschwitz, où ils sont gazés à leur arrivée. Victimes de l'acharnement de leurs bourreaux, ces juifs, qui ont fui le ghetto de Varsovie et pensaient ainsi avoir échappé à la déportation, se retrouvent finalement dans un train qui les conduit à la mort. Le camp est libéré le 12 septembre par la 2e division blindée du général Leclerc. Maintenant, en nous appuyant sur l'histoire de ce camp, nous allons vous expliquer comment s'est organisée la résistance à la déportation à partir de Vittel. Dans notre première partie, nous montrerons que résister à la déportation, c'est d'abord résister des liens alertés et parfois sauvés. À l'intérieur du camp d'internement de Vittel, des personnes se sont mises en danger pour aider des juifs à échapper à la déportation. C'est le cas de Madeleine White, 20 ans, et Sofka Skipwith, 34 ans, internées à partir de mai 1941 parce qu'elles se trouvaient, à ce moment-là, en France et qu'elles étaient de nationalité britannique. Les deux femmes deviennent très vite amies. En 1943, elles remarquent l'arrivée de juifs polonais dans le camp. Sofka raconte. Ces nouveaux venus parlaient peu, ne semblaient jamais sourire, marchaient lentement dans le parc, comme s'ils avaient peur de faire une faute. Nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour eux, et c'est ainsi que Madeleine et moi avons commencé des cours d'anglais. C'est ainsi qu'elles vont tisser des liens. Elles gagnent peu à peu la confiance de leurs élèves et celle de leur famille qui commence alors à se confier. Elles les écoutent et découvrent très vite la réalité de leur sort en Pologne. L'enfermement dans les ghettos, puis la mise à mort dans les camps d'extermination. Pour les protéger d'une nouvelle déportation, Sofka et Madeleine entreprennent durant plusieurs nuits de copier la liste de 260 noms juifs polonais qui détenaient des passeports latino-américains sur du papier à cigarette à l'encre de Chine. Ces listes, cachées dans des tubes de médicaments, sortent du camp avec l'aide de la résistance locale par l'intermédiaire d'un Vittellois résistant, électricien du camp et d'une Américaine internée. Elles parviennent en Angleterre et alertent des diplomates, des ministères et des organisations juives. Le message indique qu'il est urgent d'agir. SOS. Toutes ces personnes sont menacées de déportation immédiate si elles ne sont pas reconnues tout de suite par leurs États respectifs ou bien reconnues par la Grande-Bretagne comme bons pour échange en Palestine. Mais en avril 1944, Sofka est témoin du départ des Juifs du camp vers la gare de Vittel. Elle raconte. Les Polonais ne savaient pas trop bien ce que ce train signifiait.
Pour nous, déportation était seulement un mot. Nous étions incapables d'imaginer, mais eux avaient vu. La reconnaissance de la validité des papiers finit par arriver, mais trop tard, à la fin du mois de mai 1944. Cependant, Sofka et Madeleine ont continué à résister et elles ont réussi à sauver un bébé juif polonais qui venait de naître entre avril et mai 1944. Elles l'ont fait sortir du camp pour qu'il échappe à la déportation. Le nouveau-né, dissimulé dans un colis, a été confié à une résistance venue de l'extérieur. Madeleine témoigne. Madame Skipwith avait déjà de l'expérience et savait opérer entre les rondes de sentinelles. Sofka et Madeleine sont finalement libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne durant l'été 1944. Après la guerre, Madeleine se marie et s'appelle désormais Madeleine Weitstenberg. Jusqu'à la fin de sa vie, elle continue à faire vivre dans les mémoires de ces hommes, ces femmes, ces enfants victimes de la barbarie nazie, grâce à ses témoignages et ses articles publiés aux revues du Mémorial de la Shoah. Ces deux femmes ont été reconnues justes parmi les nations à titre posthume, Sofka en 1998 et Madeleine en 2013. Dans notre deuxième partie, nous montrerons que résister à la déportation, c'est aussi témoigner et dénoncer. Des femmes et des hommes ont résisté par l'écriture. Marie Berg et Itzhak Kane-Nelson ont fait ce choix. Marie Berg arrive à Vittel en janvier 1943 avec sa famille. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle a réussi à quitter le ghetto de Varsovie en Pologne grâce à un passeport américain obtenu grâce à la nationalité de sa mère. Lucide, elle a très vite compris que ces bouts de papier pouvaient sauver des vies humaines. Mais Marie Berg a emmené avec elle ses cahiers, où elle a écrit au jour le jour ce qu'il a vu et vécu au ghetto, les violences, la faim, la maladie, la mort. Mais surtout, elle sait que des déportés sont envoyés à Treblinka où les Allemands les tuent. Alors pour elle, vit-elle, c'est un vrai paradis, il faut avoir souffert ce que nous avons souffert en Pologne pour apprécier cette vie de camp. Lorsqu'un deuxième convoi de juifs polonais arrive en mai 1943, elle est informée de l'insurrection armée du ghetto du Varsovie. C'est pourquoi elle y consacre un développement dans ses cahiers. En mars 1944, Marie Berg peut quitter le camp de Vittel avec sa famille dans le cadre d'un échange prisonnier. Elle rejoint alors les États-Unis. Mais elle reste marquée à jamais par ses douloureux souvenirs. Dans son journal, elle écrit « Je ne voyais pas les gratte-ciel de New York, mais mes pensées m'étaient toujours à Varsovie. » Pour cette fille, la résistance à la déportation continue. De son arrivée aux États-Unis, le journal Samuel Schneiderman incite à Marie Berg à publier son journal pour informer l'opinion publique, mais aussi pour inciter à agir afin de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Ce précieux témoignage est publié une première fois par épisode dans un journal juif new-yorkais à partir de mai 1944. Puis il est édité en intégralité en février 1945 sur le titre « Le ghetto de Varsovie, journal de Marie Berg ». C'est le premier journal de la déportation publié pendant la guerre. Les œuvres de Itzhak Katzenelson sont un deuxième exemple de résistance intellectuelle. Il s'agit d'un grand poète polonais qui a réussi à quitter le ghetto de Varsovie avec son fils aîné grâce à des faux papiers de l'État de Honduras. Ainsi, en tant que citoyen sud-américain, il arrive au camp d'internement de Vittel en mai 1943. Il a 57 ans. Il occupe la chambre 107 de l'hôtel Providence. Victime de l'acharnement de ses bourreaux, il est finalement déporté à Auschwitz avec son fils en avril 1944 par le convoi 72. Tous les deux sont assassinés dès leur arrivée. Mais Itzhak Katzenelson a écrit. 2 de ses œuvres écrites à Vittel nous sont parvenues.
La première s'intitule Journal du camp de Vittel. Dès les premières lignes, il confie J'ai peur de devenir fou de solitude. Cet homme a connu l'horreur dans les ghettos. Des horreurs qui dépassent tout ce qu'on a connu dans l'histoire de l'humanité. Puis, il a perdu sa femme et ses 2 plus jeunes enfants, déportés en août 1942 vers le camp d'extermination de Treblinka. Après s'être un temps muré dans le silence, il se remet à écrire, parce que le monde entier doit savoir ce qui est arrivé. Tout cela doit être raconté. Les manuscrits de cette œuvre, rédigés en hébreu, ont été sortis du camp avec l'aide de la lingère. Cette dernière les a dissimulés dans un ballot de vêtements pour ne pas attirer l'attention du garde à l'entrée. Isaac Katznelson a également écrit une œuvre poétique, en yiddish, intitulée Le chant du peuple juif assassiné, entre octobre 1943 et janvier 1944. En effet, la poésie lui a permis d'aller plus loin et de dépasser les limites des mots pour témoigner de l'impensable, dire l'indicible, nommer ce qui n'a pas encore de nom. Le chant numéro 4 évoque la déportation. Le titre Déjà de retour les wagons l'annonce clairement. En voici un extrait. Ils sont déjà de retour, les wagons. Hier à peine, hier au soir, ils sont partis. Tu vois leur gueule béante, grande ouverte sur l'horreur. Ils en veulent encore, ils ont faim à nouveau, ne sont pas rassasiés. Ils sont là et attendent leur ration de juifs. Pour protéger ses poèmes, Isaac Katznelson avait pris soin de les enterrer dans le parc de Vittel, dans des bouteilles, avec l'aide de son amie Myriam Novitch, résistante. Une copie avait également été transmise en Palestine par une internée qui a été libérée à la suite d'un échange en juin 1944. Ces poèmes sont une voix portée face à la volonté nazie d'assassiner un peuple et de détruire une culture. Dans notre troisième partie, nous montrerons que résister à la déportation, c'est croire que la vie peut l'emporter ou choisir de la défendre jusqu'au bout. Des hommes et des femmes déportés dans le camp de Vittel, mais également des Vittellois, ont refusé la déportation et ont agi pour protéger leur vie ou celle d'autrui. Certains se sont évadés du camp. C'est le cas de 2 juifs polonais transférés du ghetto de Varsovie au camp de Vittel, grâce à de faux papiers. Il s'agit de Félix Eisenstadt, qui a la nationalité paraguayenne, et de Zulim Didelzak, avec des papiers péruviens. Dans la nuit du 17 au 18 avril 1944, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour du départ du premier convoi vers Auschwitz, ils parviennent à s'évader de l'hôtel Bosid et du camp. Ils égarent les chiens qui les recherchent en jetant du poivre sur leurs traces. Ils se cachent pendant plusieurs jours dans les bois, non loin du camp, et finissent par rejoindre la Suisse. Après la libération, Félix écrit à une ancienne internée qu'il est toujours en Suisse et qu'il attend pour partir pour la Palestine. Si certains se sont évadés du camp, d'autres s'y sont cachés. C'est le cas d'Hillel Seidman au destin incroyable. Hillel Seidman est un juif polonais. Il vient du ghetto de Varsovie et arrive à Vittel au printemps 1943 grâce à un passeport paraguayen. Dans le ghetto de Varsovie, à partir de 1942, il observe les déportations massives qui se succèdent et commence un journal comme Marie Berg. Entre 1942 et 1943, il échappe 3 fois de suite à la déportation, dont une fois alors qu'il est déjà dans le train qui doit partir pour Treblinka. Le 18 avril 1944, avec 3 autres juifs, il se cache dans un four dans la cave de l'hôtel Bosit. Il n'a qu'un seul objectif, ne pas monter dans le train. Avec ses compagnons de cache, il reste dissimulé 24 heures. Ce sont des juifs, encore à l'hôtel, qui les retrouvent le lendemain, à moitié étouffés et presque inconscients. Malade, Hillel est hospitalisé à l'hôpital du camp pendant quelques semaines. Déclaré intransportable par les médecins du camp, il échappe à la deuxième déportation du 16 mai 1944. Au total, Hillel Seidman aura évité 5 déportations. Guéri, il vit caché dans le camp jusqu'à la libération, aidé par des internés comme Madeleine White qui prêtent leur chambre et lui assurent le ravitaillement. À la libération, Hillel s'étonne d'être encore en vie et libre. Après la guerre, il s'installe à New York. Son journal ainsi que d'autres écrits et poèmes qui racontent la Shoah sont publiés. Si certains s'évadent du camp ou s'y cachent, d'autres, dans un ultime défi, s'échappent du train de la déportation. C'est le cas de Nathan Eck, juif polonais. Il arrive à Vittel à l'été 1943 grâce à des papiers paraguayens. Il est accompagné de sa fille Raja qui a une dizaine d'années. D'après les souvenirs de Madeleine White, on sait que Raja échappe à la déportation d'avril 1944 car elle est confiée avec l'accord de son père à une organisation de résistants extérieurs au camp.
C'est la seule enfant sauvée, car les autres parents, traumatisés par les événements qu'ils avaient subis en Pologne, ont préféré garder leurs enfants avec eux. Le 16 mai 1944, Nathan Hicks se trouve à bord du deuxième convoi de déportation, le convoi 72 direction Auschwitz, via Drancy. Il saute du train avant son arrivée à Drancy et rejoint sa fille hébergée à Paris dans la famille d'une internée. Il s'y cache jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, Nathan s'installe aux États-Unis. En 1948, il immigre en Israël et devient un spécialiste de l'Holocauste. Nous terminons cette partie où la, avec Nous terminons cette partie où la vie semble l'emporter par un dernier récit qui nous amène hors du camp. Dans la soirée du 15 août, le train 14166 fait une halte à la gare de Vittel. Il est parti de Lyon le 11 août en direction de Paris sur ordre de Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon. Mais pris dans le chaos de la libération et suite à des sabotages de voies, il change plusieurs fois d'itinéraire et doit s'arrêter 2 jours à Vittel. À bord sont entassés environ 650 détenus, des résistants, des juifs et des raflés, dont 200 femmes et 12 enfants en bas âge. Les conditions de voyage sont épouvantables. La chaleur est étouffante, la situation est effroyable. Beaucoup de prisonniers sont malades. Le 16 août au matin, la gare de Vittel prévient la Croix-Rouge française de la présence en gare d'un train d'internés civils. C'est Germaine Boulommier, la sœur du maire de Vittel, qui est la directrice de la Croix-Rouge locale. Elle prend les choses en main. Autorisée par l'officier de la Gestapo qui commande le convoi à monter dans le train, elle découvre des voyageurs qui n'ont ni mangé ni bu depuis 3 jours, ne se sont pas lavés depuis 7 jours et sont dans des états physiques lamentables. En insistant auprès du même commandant, elle obtient le droit de leur porter secours. Jusqu'à leur départ, Germaine Boulommier, les Vitellois et même les internés du camp se mobilisent pour adoucir leur sort de prisonniers. Ils sont nourris avec un repas chaud, à base de soupe, servi en dehors du train, sur des tables avec assiettes et couverts, pour rendre aux prisonniers leur dignité. Elle fait distribuer des bouteilles d'eau minérale à tous et du lait chaud aux malades et aux enfants. Pour permettre aux hommes de se laver, elle demande aux pompiers d'installer une bouche d'eau dans la cour de la gare. Elle organise des WC afin que les femmes puissent faire leur toilette. Le soir du 16 août, le commandant du camp de Vittel, furieux de tant de solitude, menace Germaine et ceux qui ravitaillent le train d'un départ immédiat vers l'Allemagne dans ce même train s'il continue. Germaine s'en moque. La journée du 17 août est consacrée, en plus des repas, à constituer une pharmacie utilisable dans le train et un stock de ravitaillement. Mais vers 17h, le soir du 17 août, le train repart avec seulement une partie du ravitaillement prévu. Comme Paris et les camps de transit sont inaccessibles, c'est vers l'est qu'il continue. Parmi les survivants de ce convoi, beaucoup ont comparé les 48 heures d'arrêt à Vittel comme une oasis de réconfort, une pause dans l'enfer du voyage. Grâce à la détermination de Germaine Boulommier, cette halte a représenté le dernier moment d'humanité avant le camp du Struthof et de Dachau pour les résistants, le camp de Ravensbrück pour les résistantes et Auschwitz pour les juifs où ils sont tous gazés. Même si elle n'a pas pu sauver ses déportés, Germaine Boulommier a choisi de défendre la vie jusqu'au bout en rendant pendant 2 jours aux déportés une part de leur dignité. Aujourd'hui, à Vittel, nous pouvons nous arrêter devant les 3 plaques qui ont guidé notre travail. Jusqu'à présent, nous n'y avons jamais prêté attention. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus les ignorer. Elles nous rappellent toutes ces vies brisées, ces destins tragiques, mais aussi la force et le courage de celles et ceux qui ont choisi de résister à la déportation, sans pouvoir toujours y échapper. Leur mémoire nous oblige à transmettre leur histoire et celle de tous les déportés. C'est ce que se propose de faire Nathan, à qui nous laissons la parole. Bonjour, je suis Nathan Claude. Mon arrière-grand-père, Camille, sa femme Marie et leurs 2 fils Paul et son grand frère René habitaient dans le village du Puy, à l'est des Vosges, près de Senones, dans la vallée du Rabodeau. En représailles à des actes de résistance, le 24 septembre 1944, un dimanche, car toutes les familles sont réunies, l'armée allemande organise une rafle et une déportation massive d'1 millier d'hommes originaires de 6 villages de la vallée du Rabodeau, dont le village du Puy. Les soldats encerclent le village, pénètrent dans les maisons. Mon grand-père se souvenait de l'intrusion violente des soldats dans leur maison et comment ils se sont saisis de son père. Les hommes valides sont ensuite regroupés sur place, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont pétrifiés et voient partir 22 hommes à pied pour une destination inconnue. Mon grand-père n'a jamais oublié le signe d'adieu que son père leur a adressé au moment de se mettre en route. Il ne le savait pas, mais c'était la dernière fois qu'il le voyait. Avant de partir, les Allemands ont mis feu à une partie du village. Mon grand-père a toujours conservé en mémoire l'odeur de la fumée.
Sur les 22 déportés du puits, 19 ne sont pas revenus, dont mon arrière-grand-père Camille. Il est mort d'épuisement et de faim le 9 décembre 1944 à Dachau. Il a tenu 4 mois. Il était âgé de 46 ans, 5 mois et 6 jours. Mon grand-père est malheureusement décédé avant de pouvoir lire ce travail sur la résistance et la déportation, mais je sais qu'il en aurait été fier car il souhaitait que le souvenir de ces hommes innocents se perpétue. C'est ainsi un double travail de mémoire que je réalise pour mon arrière-grand-père victime de la barbarie nazie et pour mon grand-père si attentif à la conservation et à la transmission de la mémoire.